Bonjour, chapitre 7, les transistors en courant alternatif. C'est la dernière section de l'électronique analogique. À partir du prochain chapitre, on va commencer la deuxième partie du cours sur l'électronique numérique. Donc, on va s'intéresser à l'utilisation des transistors en courant alternatif. On pourrait tout de suite se demander, mais ça a-tu du bon sens? Si je mets un transistor en courant alternatif, est-ce que je ne vais pas avoir le courant qui passe juste d'un bord puis pas de l'autre? Puisque, à la base, un transistor, ce sont des diodes. Mais la réponse est oui. Si je faisais juste ça, si je faisais juste mettre une source de courant alternatif, ça ne fonctionnerait pas très bien. Donc, on aurait des coupures, il y aurait du courant qui ne passerait pas dans un sens, qui passerait dans l'autre. Alors, on a des trucs pour pallier à ça. Premièrement, retour sur les condensateurs. Donc, on a déjà vu que si on met un condensateur dans un circuit, s'il est en courant alternatif, la présence du condensateur n'a pas vraiment d'effet. Parce que si le condensateur est chargé, quand le courant alternatif va d'un côté, le condensateur fait juste tranquillement se décharger. Puis quand le courant va de l'autre côté, le condensateur se recharge. Puis sa présence n'a pas d'effet. Ce qui veut dire que la plupart du temps, quand on est en courant alternatif, comme dans ce circuit-là, on pourrait faire comme si le condensateur n'était pas là. On pourrait même le remplacer tout simplement par un fil pour faire l'analyse du circuit. Si on était en courant continu, à ce moment-là, ce serait complètement le contraire. C'est-à-dire que si j'avais une source de courant continu ici et que je branchais mon circuit RC, on a vu ça dans le cours d'électricité, ce que ça fait, c'est que le condensateur, il se charge, ça prend un certain temps, mais une fois qu'il est chargé, c'est fini, il n'y a plus rien qui se passe, le courant ne passe plus. Ce qui veut dire que si on est en régime permanent, on peut considérer tout simplement que en courant continu, le condensateur se comporte comme un circuit ouvert, comme si j'avais fait un trou dans mon circuit. Évidemment, on a vu ces notions-là un peu plus tôt dans la session, donc juste un petit rappel, la réactance dans le cas d'un condensateur dépend de la fréquence angulaire et de la capacité du condensateur. Puis si ma réactance est beaucoup plus petite que la résistance, à ce moment-là, je peux faire l'approximation dans mon circuit que l'impédance correspond à la résistance. Donc, quand on est en courant alternatif, donc dans les cas où il y a une fréquence angulaire, on peut faire l'approximation que Z égale à R si on a une réactance suffisamment petite. Ce qu'on va généralement choisir de faire pour simplifier notre circuit. Qu'est-ce que ça a comme effet de mettre des condensateurs dans un circuit? Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que je vois dans ce circuit-là quand je branche mon transistor avec une source de courant alternative? Bon, l'idée, c'est qu'évidemment, mon courant alternatif, quand il passe dans une branche où il y a un condensateur, mais le condensateur, c'est comme s'il n'était pas là. Donc, le courant alternatif, il va juste passer par ici, puis il va se rendre jusqu'au transistor qui est là. Puis là, on retrouve le problème dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand j'ai un courant alternatif, bien là, si j'avais juste cette source-là dans mon circuit, ce que j'observerais, c'est qu'évidemment, le courant passe d'un bord puis pas de l'autre, du moins en première approximation. Pour éviter ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va ajouter une source de tension continue. Donc, ma source de tension continue, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire en sorte que les deux tensions, la continue et l'alternative, vont s'additionner. Qu'est-ce que ça change? Mais ça change que mon sinus, au lieu d'osciller autour de 0, je peux le faire osciller autour d'une valeur positive qui est donnée par la tension continue qui est ici. Pour éviter évidemment que les deux puissent s'additionner n'importe où, parce qu'il y a certains endroits où ce serait moins pratique, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des condensateurs. Donc, par exemple, j'ai un condensateur ici. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que ma tension continue, qui est ici, elle ne s'applique pas sur ma résistance de charge. Sur ma résistance de charge, ne va passer que du courant alternatif. Et pas de courant continu, puisque en courant continu, le condensateur se comporte comme un circuit ouvert, mais pas pour le courant alternatif. Donc ça, c'est ça la partie la plus importante. C'est qu'en fait, le courant continu qui voudrait passer là ne pourrait pas passer là. C'est-à-dire que si je faisais juste le circuit avec le courant continu, il ne se passerait rien ici. J'aurais un delta V0. Mais comme il y a aussi un courant alternatif qui se propage dans le circuit et que le courant alternatif, lui, n'est pas bloqué par la présence du condensateur, bien, je vais avoir un courant alternatif sur ma résistance de charge. De la même façon, le condensateur qui est ici permet au courant alternatif de passer dans cette branche-ci, mais pas au courant continu de venir ici. Donc, mon courant continu n'a pas le choix de s'en aller
dans le transistor. Voilà. Donc ça, c'est l'effet des condensateurs dans mon circuit. Ce qu'on va faire pour pouvoir analyser le circuit, c'est qu'on va analyser le circuit des deux points de vue différents, c'est-à-dire, je vais analyser le circuit en courant continu et en courant alternatif. Pour l'analyser en courant continu, c'est assez facile. J'enlève toutes les branches dans lesquelles il y a un condensateur, puisque de toute façon, ça se comporte comme un circuit ouvert. Partout où il y avait un condensateur, j'ai juste enlevé ça. Vous pouvez regarder avec la page précédente puis le schéma qui était là. Donc, j'ai enlevé toutes les sources en courant, pardon, toutes les branches où il y avait un condensateur. Et ce qui nous reste, c'est ceci, tout simplement. Donc, RB, RC et ma source de tension. Donc, toujours branché sur mon transistor. Donc là, je peux le traiter exactement comme on a vu au chapitre précédent. Ensuite, je vais me faire un modèle en courant alternatif. Donc, je refais mon circuit et je vais enlever les condensateurs, je vais les remplacer par des fils, puisque pour voir ce que fait le courant alternatif, je peux regarder tout simplement ce qui va se passer dans les différentes branches, comme si les condensateurs étaient absents. Ce qu'on va observer, on va regarder avec des chiffres, on va en faire un. Donc, je vous donne ceci, une source de tension continue de 30 volts, une source de tension alternative dont l'amplitude est de 100 microvolts. On voit ici, évidemment, que l'amplitude de la source alternative, elle est beaucoup plus petite que la tension. Et ça, c'est normal, évidemment. On va toujours avoir des disparités de ce genre-là. Donc, on a un transistor qui a un bêta statique de 100 en courant continu. Et les différentes résistances, là, RC, RB et ma résistance de charge, RL. Donc, au collecteur, ma résistance est 5 kΩ. À la base, ma résistance est de 1 mégaohm. Et ma résistance de charge ici qui vaut 100 kΩ. Donc, on va regarder qu'est-ce qui arrive dans mon transistor et qu'est-ce que va percevoir la résistance de charge comme signal à la fin. Donc, première étape, on va enlever toutes les branches dans lesquelles il y a des condensateurs pour étudier le circuit en courant continu. Donc, qu'est-ce que j'observe? Bon, j'ai les mêmes valeurs que tantôt, je les ai laissées ici. Puis à partir de ça, mais je peux faire une loi des mailles comme ceci. VCC moins RB fois IB moins 0,7 égale 0. Donc, j'ai fait la maille extérieure ici. Et j'en déduis la valeur du courant de base continu de 29,3 microampères. Ce que je vais voir, donc, puis là, évidemment, ne vous fiez pas à la hauteur de l'amplitude de mon signal ici. Ce que je vais observer, c'est un signal de 29,3 microampères avec un signal alternatif, donc qui varie autour de cette valeur centrale-là. Ensuite, je sais que IC, le courant en courant continu, le courant IC dans le connecteur, c'est bêta fois IB. Et donc, c'est 100 fois le IB que j'avais trouvé tantôt, ce qui veut dire que j'ai maintenant, dans le collecteur, un courant de base, un courant continu, pardon, de 2,93 mA. Ça veut dire que mon signal alternatif, il varie autour de cette valeur-là, 2,93 mA. Alors, si on continue dans notre circuit, on peut déterminer VCE en faisant l'autre maille du circuit qui nous dit que 30 volts, la tension continue sur ma source de tension continue, moins RC fois IC, moins VCE égale 0. Donc ça, c'est l'autre maille du circuit. Et je connais toutes les valeurs, vu que je viens de trouver IC. Je vais en déduire la valeur de VCE, la tension, sur le transistor, donc de 15,35 volts. Qu'est-ce que je vais observer? Je vais observer un signal alternatif dont l'amplitude ici n'est pas déterminée, donc, dont la valeur centrale est de 15,35 volts. Donc, tout simplement, mon sinus qui oscille autour de la valeur 15,35 volts. Ce qui est important de réaliser ici, c'est que si ce signal-là oscillatoire, si le signal sinusoïdal oscillait autour de 0, bien évidemment, c'est pas ça que ça donnerait dans le transistor parce que la partie négative ne serait pas présente, puis en plus, il manquerait un petit bout de la partie positive. Donc, nécessairement, là, pour pouvoir obtenir un signal sinusoïdal sur le transistor, il faut faire la somme des deux signaux, le signal continu et le signal alternatif. Une fois qu'on a fait ça,
Ben, on va juste regarder c'est quoi le signal qui est envoyé par la source de courant alternative. Donc là, on va regarder la portion alternative du circuit. Ma source, elle envoie un signal comme ceci, avec une certaine amplitude, qui évidemment n'a pas de portion continue, puisque là, on parle vraiment de la source alternative, donc celle qui était à gauche, là, qui envoie le signal sinusoïdal, et qui a une amplitude donc de 100 microvolts dans l'exemple qu'on était en train de faire. Donc, comme on peut le voir dans le modèle en courant alternatif, dans le schéma qu'on a fait tout à l'heure, la tension sur la résistance de charge, elle est en parallèle avec le VCE. Donc, la résistance de charge et le VCE vont avoir la même tension en courant alternatif, mais pas en courant continu, puisqu'il y a un condensateur dans la branche où se trouve la résistance de charge. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je vais avoir le même signal en amplitude sur RL que sur VCE, mais sans la portion continue. Ce que ça va me donner, c'est un signal qui est amplifié, donc c'est un amplificateur, le transistor. Donc on va avoir une tension à la sortie plus élevée qu'à l'entrée, mais qui oscille autour de 0 à cause de la présence du condensateur dans la branche où se trouve la résistance de charge. Ce qu'on se rend compte, c'est que quand on l'utilise comme ça, on dit qu'on a un point de fonctionnement qui est instable. Ça veut dire que c'est pas facile de choisir une tension qui va vraiment nous donner le signal qu'on recherche, et différentes variations dans le circuit peuvent créer des signaux qui vont avoir de la distorsion. On va définir le rapport de l'amplitude sur la résistance de charge, donc de l'amplitude de la tension sur ma résistance de charge, par rapport à l'amplitude du signal qui est créé par la source à l'entrée, par la source de tension alternative, donc Vout sur Vin. Donc ça, c'est des amplitudes. Donc on va définir le rapport entre les deux comme étant le gain en tension, qu'on représente par un A majuscule. Pour avoir un amplificateur plus stable, on va généralement le polariser à l'émetteur, c'est-à-dire qu'on va mettre une résistance du côté de l'émetteur plutôt que du côté de la base. Donc on a le même circuit ou un circuit très similaire à celui qu'on avait tout à l'heure, mais avec une résistance à l'émetteur ici plutôt qu'à la base. Donc, si on en fait tout d'abord un modèle en courant continu, qu'est-ce que ça va faire? On va enlever les branches dans lesquelles il y a des condensateurs, donc je vais enlever ces deux branches-là ici. Ce que ça va nous donner, bien, un circuit beaucoup plus simple, donc juste celui-ci. Remarquez que très souvent, là, on met des mises à la terre partout, là, au bout des branches, au lieu de les relier. On s'entend que ça ne fait pas de différence. Si ce point-là est à 0 et ce point-là est à 0, c'est comme s'il y avait un fil entre les deux. Et donc là, je peux appliquer la même méthode pour déterminer les différents courants dans les différentes branches en courant continu, comme on l'a fait précédemment. En courant alternatif, on va avoir ce modèle-ci, donc dans lequel on a enlevé la source de courant continu et chacun des deux condensateurs qui étaient dans le circuit pour ne laisser que cette portion-ci et la source évidemment de courant alternatif qui est ici. Remarquez qu'ici, on peut voir que RC et RL sont en parallèle. Donc quand je l'observe, ce circuit-là en courant alternatif, je peux voir que ma résistance de charge est en parallèle avec ma résistance du côté collecteur, puisqu'elles sont reliées, elles sont en contact des deux côtés sans obstacle, donc sans avoir d'autres éléments dans le chemin. Évidemment, quand on utilise un circuit de ce type-là, ce qu'on va souvent observer, c'est qu'il va y avoir une sorte de distorsion qui est normale. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une belle fonction sinusoïdale, je vais avoir une fonction sinusoïdale qui est allongée dans la partie positive, qui est écrasée dans la partie négative, qui vient du fait que le point de fonctionnement n'a pas la courbe. En fait, si on le relie comme ça, c'est plus simple. Si on regarde ce que ça va nous donner, la valeur de VBE en fonction du courant IE, on va voir que ce n'est pas une droite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un courant IE qui augmente, bien, je vais avoir une valeur VBE qui va augmenter aussi, mais pas de façon constante. Et donc si j'ai mon point central ici, qu'on appelle le point de fonctionnement, qui est là, mais que ma fonction sinus, elle varie entre deux courants, bien, deux tensions, le VBE. Parce qu'on va observer, c'est que pour un VBE qui varie de façon constante, supposons que j'avais une source dont l'amplitude
ben, que sur mon VBE, l'amplitude est d'environ, je ne sais pas, 5 millivolts, quelque chose comme ça, ben, je vais remarquer que sur le courant, ce que ça va nous donner du côté de l'émetteur, ben, mon amplitude, elle ne sera pas constante. C'est-à-dire que quand mon courant, pardon, quand ma tension va avoir augmenté de 5 millivolts, mon courant va avoir augmenté vraiment beaucoup. Alors que quand ma tension va avoir diminué de 5 millivolts, mon courant va avoir diminué juste un peu. Donc, ce que je vais observer comme signal du côté de l'émetteur, ça va être un signal qui va subir de la distorsion. Évidemment, là, c'est un exemple exagéré. On ne fait pas ça d'habitude, c'est-à-dire qu'on ne met pas des amplitudes si grandes de façon à utiliser une aussi grande plage de points de fonctionnement. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va s'arranger, normalement, pour mettre un signal alternatif pour lequel les variations ne seront pas si distordues, tordues tout simplement. Mais pour faire ça, on va limiter la valeur de l'amplitude, le 2A, à peu près 10% de la valeur du courant qu'on observe, pour éviter ces grosses distorsions-là. Ce qu'on n'a pas vu encore, c'est « mais je fais comment pour faire des calculs en courant alternatif? Je le trouve comment, l'amplitude sur VBE, puis comment je vais pouvoir trouver le gain en tension? » L'idée, c'est que pour faire ça, on va faire des approximations. Bon, c'est une affaire qu'on fait tout le temps en électronique, là, c'est normal. Puis, on va faire des approximations qui vont s'approcher étrangement vraiment proches de la réalité, c'est-à-dire des mesures qu'on pourrait prendre en laboratoire. Donc, notre gain en courant, on est habitué au bêta, on avait dit que c'était IC sur IB, c'est encore vrai, mais là, remarquez qu'au lieu d'être CC, c'est CA, donc pour courant alternatif, le courant collecteur sur le courant de base, mais ici, on parle bien de l'amplitude du courant collecteur et de l'amplitude du courant de base en regardant le signal alternatif. Pour pouvoir faire nos calculs, on va définir la résistance interne de la diode émetteur, qui est en fait l'amplitude du signal VBE sur le courant, l'amplitude du courant émetteur. Et on va l'appeler R'. Mon R', je vais le trouver, il dépend en fait de la valeur du courant émetteur, le IE, en courant continu. Et il est défini ici comme étant 25 millivolts sur IE. Ça a l'air un peu gratuit, puis effectivement, là, je ne démontrerai pas d'où vient cette valeur-là, mais ça fonctionne vraiment bien. C'est surprenant. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modéliser notre transistor selon une des deux méthodes que je vais vous montrer ici. Donc, il y a deux modèles. Il y a le modèle en T, qui veut dire qu'on va modéliser, on va remplacer dans notre circuit en courant alternatif le transistor par une source de courant alternative, ici, d'amplitude IC, et ma résistance R', la résistance interne du transistor, que je vais placer ici du côté de l'émetteur. La deuxième possibilité, c'est de remplacer notre transistor par le modèle en pi. Bon, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle en pi, parce que je ne trouve pas que ça a l'air de la lettre pi, mais ce n'est pas important. Donc l'idée, c'est qu'on va remplacer notre transistor qui est ici par une source de courant, IC, comme on a vu dans le modèle en T, et cette fois-ci, au lieu de mettre R', notre résistance interne du côté de l'émetteur, on va la mettre du côté de la base, mais multipliée par le facteur bêta. On s'entend évidemment que ça va faire la même chose. Donc, comment on résout un problème de transistor en courant alternatif? Donc, comment on fait l'étude d'un amplificateur? Première étape, on fait le circuit équivalent en courant continu. On va considérer les condensateurs comme ouverts, c'est-à-dire qu'on enlève toutes les branches dans lesquelles il y a un condensateur et on va déterminer à partir de notre circuit la valeur R'. Une fois qu'on a fait ça, là on va refaire notre circuit, mais cette fois-ci en courant alternatif. Donc on va considérer tous les condensateurs comme des fils, donc on va les court-circuiter et on va faire la même chose avec la ou les sources en courant continu. Ensuite, dans le même circuit, on va remplacer le transistor soit par le modèle en pi ou le modèle en T. Donc, juste pour pouvoir faire ensuite notre loi des mailles. On va en faire un ensemble. Regardons ce circuit-là. Donc, c'est un amplificateur polarisé par la base. J'ai une source de tension de 100 microvolts d'amplitude. J'ai ma source ici de 30 volts, puis j'ai mes différentes résistances. Ça ici, c'est la valeur bêta, tout simplement. Donc,
mon bêta statique. Qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on trouve le circuit en courant continu. Ce que je vais faire, je vais enlever la branche dans laquelle il y a un condensateur ici. Je vais aussi enlever cette branche-là. Et ce qui va me rester, c'est ceci, l'équivalent en courant continu. Encore une fois, je n'ai pas relié les deux en bas, ça ne change rien, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la loi des mailles. Je vais faire ça ici, 30 moins 0,7 qui est ici, divisé par 1 million. Donc ça ici, j'ai juste isolé directement IB, mais c'est juste la loi des mailles sur ça ici. Et on va déterminer la valeur du courant de base, IB, 29,3 microampères. Étant donné que IC, c'est 100 fois IB, je vais trouver 2,93 milliampères. Puis je peux faire une loi des nœuds. Ici, on s'entend que le courant IE, réellement, c'est le même courant qui s'en vient jusqu'ici. Donc IE, c'est IB plus IC. J'en déduis la valeur de IE, mon courant émetteur, 2,96 milliampères. Ceci étant dit, mon RE', 25 millivolts divisé par mon courant IE, va me donner 8,45 ohms. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le circuit en courant alternatif. Cette fois-ci, j'ai utilisé le modèle en pi. C'est sûr qu'il est un petit peu bizarre quand je le dessine comme ça, mais ça revient au même, c'est-à-dire que je relie ces deux points-là ici avec mon courant émetteur qui s'en irait réellement par là. Donc, qu'est-ce que je fais? Ce que je vais faire, je vais déterminer cette valeur-là, premièrement, bêta fois RE', donc 8,45 fois 100, c'est-à-dire 845. Pour être capable de résoudre ce problème-là, on va faire l'approximation que le courant continu est à peu près égal au courant, que le courant collecteur est à peu près égal au courant émetteur. De toute façon, quand on le fait en courant continu, on le voit que ça donne à peu près la même chose. C'est encore plus vrai quand on travaille avec des très petites valeurs. À ce moment-là, la différence entre IE et IC est négligeable. Et la plupart du temps, on va vous demander d'utiliser cette approximation-là, c'est-à-dire que le courant collecteur et le courant émetteur sont égaux, identiques. Donc, le courant de base, que je peux calculer à partir de mon bêta fois RE', je peux le déterminer en faisant la différence de potentiel sur cette résistance-là divisée par bêta fois RE'. Mais c'est quoi delta V ici? C'est en parallèle avec ça. C'est en parallèle avec ça. Fait que mon delta V, ici on parle de l'amplitude du courant, de la tension, pardon, c'est 100 microvolts. Je vais faire 100 microvolts divisé par le 845 que j'ai trouvé ici, ce qui va me donner 0,118 microampères. Donc ça, c'est l'amplitude du courant alternatif qui passe dans cette résistance interne-là, bêta fois RE'. Donc, je peux en déduire IC, puisque c'est juste bêta fois IB, donc je multiplie par 100, 11,8 microampères. Et j'ai dit tout à l'heure que IC était à peu près égal à IE. Et donc, IE vaut 11,8 microampères. Si je l'avais fait avec le modèle en T, en quoi ce serait différent? Bon, avec le modèle en T, j'aurais remplacé le transistor, au lieu de mettre mon bêta fois RE' ici, j'aurais remplacé le transistor par 8,45 ici, et mon IC, ma source de courant collecteur, ici. Donc tout ça, en fait, c'est réellement le transistor que je remplace pour le simplifier puis faire le calcul. Je fais évidemment la même approximation et je fais le même calcul, c'est-à-dire que ma source de tension alternative qui est ici, elle est en parallèle avec cette résistance-là et avec cette résistance-là. Et donc, je vais dire tout simplement, mon courant IE, c'est la tension, l'amplitude, la tension alternative sur la résistance divisée par la résistance. Donc 100 microvolts sur 8,45, je retrouve effectivement le 11,8 microampères. Donc évidemment que j'utilise le modèle en T ou le modèle en pi, je suis supposé arriver au même courant émetteur. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, c'est le circuit qu'on avait à la page précédente. Qu'est-ce que je vais faire? Bien, comme je connais le courant émetteur, je veux déterminer, donc je connais le courant collecteur, IC, 11,8 microampères. Ce que je veux savoir, c'est quelle est la tension sur la résistance de charge qui, dans cet exemple-ci, était celle-ci, donc celle de 100 kΩ. Remarquez ici que le courant qui passe là, IC, 11,8 microampères, ce serait le même courant qui passerait dans ma résistance équivalente que j'obtiendrais en remplaçant ces deux résistances-là par une résistance
en utilisant l'équation pour les résistances en parallèle, puisque la 5K et la 100K sont en parallèle. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais trouver ma résistance équivalente. 1 sur 100 000 plus 1 sur 5 000, ça va me donner une résistance équivalente de 4762 ohms, et qui serait parcouru par ce courant-là ici, donc 11,8 microampères. Ceci étant dit, je vais avoir une tension Vout, la tension, l'amplitude de la tension alternative sur ma résistance de charge, qui va être R équivalent fois l'amplitude du courant IC, et donc 56,2 millivolts. Ça veut dire quoi? C'est quoi le gain en tension qu'on a ici? On avait 100 microvolts à l'entrée et à la sortie, on a 56,2 millivolts. On va faire le rapport entre les deux. 56,2 millivolts sur 100 microvolts, ça me donne un gain de 562. La tension a une amplitude 562 fois plus grande à la sortie qu'à l'entrée. Là, je l'ai fait au long, mais il y a une façon un petit peu plus simple de faire ce calcul-là, c'est-à-dire qu'il y a moyen de simplifier. À partir des équations qu'on a utilisées pour arriver à la tension, au gain en tension aussi, sur ma résistance de charge, est-ce que vous êtes capable de trouver une façon plus simple, une simplification dans ce calcul-là? Je vais vous le montrer quand on va se voir la prochaine fois, mais j'aimerais ça que vous essayiez de trouver comment on aurait pu éviter de faire certains calculs. Donc, qu'est-ce qui pourrait se simplifier dans ce calcul-là? Donc, essayez de faire ça. Et aussi, essayez de faire cet exercice-ci. Donc, déterminer l'amplitude de la tension de sortie. Donc, ma résistance de charge étant cette résistance-ci, la 2.2K qui est là. Et déterminer aussi, évidemment, le gain en tension. Donc, on cherche A sur ceci. Donc, évidemment, j'ai mis plein d'affaires un petit peu partout. À vous de voir quel est l'effet de chacune de ces branches-là. Donc, qu'est-ce que ça a comme effet? Fait que je vous laisse essayer ça et on regarde ça ensemble au prochain cours. Salut!